Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est une réelle joie pour moi que d'être ici ce soir et de voir tous vos visages après autant d'échanges virtuels ces derniers mois. En effet, j'ai réalisé ce discours aux ingénieurs à leur remise des diplômes à Louvain. Ce discours. Vous êtes des adultes, vous avez votre diplôme, la vie est à vous. Alors n'écoutez plus ceux issus de ce monde périmé, de ce constat d'échec que nous vivons. Ne m'écoutez plus moi, n'écoutez plus les parents, n'écoutez plus les profs, n'écoutez plus les pubs ni les journaux. Et écoutez-vous en tout premier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Levez la main pour voir. Ah ouais, mince. Je ne vais pas pouvoir refaire le même. Donc ce discours a été vu aujourd'hui plus de 7 millions de fois dans le monde entier. Dans les réseaux sociaux, il a beaucoup circulé dans les écoles. Et il m'a apporté en tout cas énormément de commentaires, de témoignages qui m'ont ému aux larmes pendant des jours entiers. Pour vous rendre un peu compte de comment j'ai pu me sentir après ces jours-là, imaginez que vous êtes dans une ville assiégée. Et vous êtes seul en plus dans cette ville. Un peu comme Gandalf, là, dans sa citadelle, entouré de millions d'orques tout moches. Et vous êtes agressé par des politiques antisociales, par un changement climatique, par des médias anxiogènes, et puis des pubs partout, des pubs pour des gros 4x4, des pubs sexistes, des pubs qui incitent à la consommation et au gaspillage. Et on m'appelle pour faire ce discours à des jeunes. Et donc j'y vais, j'ai envie vraiment de les encourager du fond du cœur. Mais c'est aussi quelque part une espèce d'appel à l'aide. Parce que ce serait quand même pas mal de me sentir moins seul dans cette citadelle. Et donc quand je reviens, après avoir fait le discours, comme dans les films, je regarde à travers ma fenêtre d'ordinateur, voir si je ne verrais pas à l'horizon se découper les silhouettes d'une relève, des renforts. Imaginez un peu comment je me sens 2-3 jours plus tard lorsque je vois cette immense foule se dresser, se reconnaître et devenir chacune à leur place un nouveau bastion contre les agressions, une nouvelle zone d'accueil des possibles. Parce que maintenant, nous savons que nous formons ce grand groupe informel. Savez-vous d'ailleurs quelle est la première mesure que prennent toutes les dictatures lorsqu'elles arrivent au pouvoir? C'est l'interdiction des rassemblements. Et savez-vous pourquoi? C'est évidemment parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir des gens qui vont scander dans la rue des choses qui vont ternir leur image. Mais c'est surtout, ce qui est avancé par les sociologues et les politologues, c'est surtout parce qu'ils veulent éviter à tout prix que ces rebelles, les contestataires, les subversifs, descendent dans la rue, se regardent dans les yeux, se reconnaissent et sachent finalement combien ils sont, quel est leur nombre. Ce genre de régime, pour eux, c'est extrêmement important d'avoir d'une part un appareil de médias, de propagande qui va dire que toujours tout va bien, que le leader jouit d'une popularité sans faille, et aussi d'un appareil de répression qui va confiner les subversifs, les contestataires, chez eux, ou au pire en prison, pour que ces gens-là se sentent un groupe négligeable et isolé. Ils savent pertinemment bien, ces dictateurs, que le pouvoir d'un groupe augmente non seulement avec sa taille, mais avec la conscience que le groupe a de sa propre taille. Et maintenant, nous sommes beaucoup à savoir que nous écoutons cette voix intérieure qui nous rend sensibles, qui nous met sur un chemin du bonheur. J'ai eu un moment de témoignage qui disait avoir vécu des choses semblables à ma vie, ce jaillissement de la voix intérieure après un épisode de la vie. Car en effet, ma vie n'a rien d'extraordinaire. Moi, je viens d'une famille banale, avec mon père prof, une maman qui peignait, qui était artiste. Et donc, moi, depuis tout petit, je dessinais, je gribouillais, je peignais, j'adorais ça, j'écrivais aussi des nouvelles, puis des amorces de romans. Et mon père, en voyant tout ça, il se dit qu'évidemment, je ferais un excellent ingénieur civil. Ça a l'air comique comme ça, mais je suis quand même loin d'être le premier qui fait des études qui ne lui correspondent pas franchement, juste parce qu'il suit le conseil des parents. Et je ne critique pas du tout ce conseil des parents. Il arrive de toute façon à un âge où, en tout cas moi, j'étais tétanisé à l'idée de devoir faire un choix que la société m'avait fait croire qui serait pour toute la vie, gravé dans le marbre. Un choix irrévocable, irréversible. Alors qu'à l'époque, j'avais plutôt l'habitude de devoir choisir
entre le bus et le tram pour aller au cinéma avec les potes. Et puis nos parents, ils ont grandi à une époque où il fallait absolument, il y avait ce mantra-là, il fallait absolument contribuer à la société, coûte que coûte. Contribuer financièrement à sa famille, à n'importe quel prix. Et puis c'est l'époque où on s'est dit qu'on allait utiliser la sacro-sainte croissance et le sacro-saint PIB comme les deux ingrédients d'une potion magique qui allait tous nous rendre super heureux. Alors que maintenant, on voit plutôt que c'est une espèce de soupe indigeste qui nous rend tous malades. Et puis, il y a ce TED qui moi, m'a bouleversé, c'est TED de Ken Robinson, un grand pédagogue anglais, qui parlait d'énormément de choses qui m'ont extrêmement fort touché. Évidemment, cette importance de trouver cette activité qui nous emplit de joie et dans laquelle on peut se plonger des heures durant sans voir le temps passer. Mais il a aussi beaucoup parlé du système éducatif. Ce système où vont nos enfants aujourd'hui. Donc, il disait que il a été complètement chamboulé lors de la révolution industrielle en Angleterre. Et on a commencé à ce moment-là à se dire qu'on ferait bien des écoles qui aideraient à faire tourner les usines. Donc, ils ont mis en parallèle le système éducatif et le système industriel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait une hiérarchie dans les matières. Les matières les plus importantes seraient celles qui contribueraient le plus facilement, le plus efficacement aux usines, donc les sciences. Et les matières à l'autre bout du spectre seraient celles dont on ne sait pas très bien quoi faire dans cette société industrielle naissante, les arts. Et donc, ils seraient dans le cursus habituel, soit optionnel dans le meilleur des cas, soit on n'en a pas vraiment besoin. Et donc, vous savez maintenant pourquoi mon père, comme énormément d'autres personnes, pense encore aujourd'hui que les études d'ingénieur sont les plus importantes qui soient. Et pourquoi il m'a gentiment invité à faire ces études comme une carte Monopoly qui m'éviterait plein d'ennuis dans la vie. Et donc ces études, moi je les fais. J'y prends goût en fait. J'y prends tellement goût que finalement je les fais en 6 ans au lieu de 5. Ce qui en fait me laisse le temps d'écouter ma voix et de vraiment faire ces activités qui me passionnent. Et donc je deviens critique de cinéma pour un grand groupe. Je réalise un court-métrage d'animation qui me prend 5 ans. Et je fais les études de beaux-arts en cours du soir, qui me mèneront à ce que je fais aujourd'hui. Quand je finis ces études, j'arrive au monde du travail. Et là, c'est une vraie claque. Vous voyez, ça me déstabilise encore. C'est une claque parce que là, je rentre dans une grande multinationale. Comme beaucoup d'ingénieurs, je rentre dans une grande multinationale et comme beaucoup d'ingénieurs, on me demande de faire des trucs totalement inintéressant. Là, non seulement j'ai plus le temps de me consacrer à toutes ces activités que j'adore, qui me passionnent, mais en plus, on me demande de faire des choses que ma voix intérieure, mon âme me dit que ne sont pas vraiment hyper urgentes. On sait tous aujourd'hui qu'on est dans un bateau, tous, qui prend l'eau et qu'il y a vraiment des trucs dans lesquels ce serait bien de s'atteler. Il y a une crise migratoire, une crise climatique. Il y a des injustices, des concentrations de richesses, et moi, on me demande de faire des rapports. Des rapports en plus sur des budgets de groupes au sein de la multinationale. Des rapports qui vont être passés à mon supérieur, il va lire le rapport, il va faire un rapport, il va passer à son supérieur, il va lire le rapport, il va passer à son supérieur et aux actionnaires. Et alors, je commence à voir ces coulisses du système. Et en même temps que je vois ces coulisses du système, je me prends la deuxième claque de ma vie, encore plus existentielle, avec la mort de mon père. À 57 ans, j'en avais 29. D'un accident aussi soudain que tragique. Et là, je vois les coulisses de notre mortalité. Je vois combien notre corps est fragile et combien chaque seconde est précieuse et pourquoi finalement notre âme, notre voix intérieure est si navrée de voir s'écouler ces secondes sans qu'elles aient un sens qui nous parle. Alors qu'en journée, moi j'étais dans cette multinationale et j'avais des collègues qui avaient sur leurs écrans des comptes à rebours du nombre de minutes qui leur restait à prester avant la retraite. C'est véridique. Et donc là, il y a quelque chose qui a sauté.
là, il y a mon mégaphone, ma voix intérieure qui a pris un mégaphone et qui a commencé à me crier comme ça à l'oreille chaque soir, tous les soirs depuis, et à mon avis jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant que tu sais que tu peux mourir demain, aurais-tu changé quelque chose à cette dernière journée que tu aurais passée? Et si cet épisode a été le déclencheur, l'étincelle, pour une mise sur un chemin vers le bonheur qui prendra, je suppose, toute une vie, il y a eu plein d'autres outils. Car oui, chercher le bonheur, ça se travaille, c'est un vrai travail. Et donc il y a eu plein d'autres outils comme la méditation, comme des conférences, des livres, des psys. J'ai fait aussi une formation en coaching. Et puis il y a eu cet outil dont j'avais vraiment envie de vous parler, qui a transformé ma vie et qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il est accessible à tous. C'est un groupe de réflexion. En effet, à ce moment-là, mes 30 ans, lorsque je me posais ces questions existentielles, j'ai eu la chance d'être entouré d'amis qui se les posaient aussi. Et donc, on a décidé de formaliser ça et de se réunir une fois par mois pour en discuter. Une fois par mois, et puis ça a pris plus de 5 ans, presque 6 ans. Donc ça fait vraiment beaucoup de soirées, beaucoup d'heures passées à discuter de choses, de questions existentielles, personnelles, philosophiques, des questions comme qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, quel est le chemin de notre vie, qu'est-ce qu'on aimerait apporter à la société, et des questions plus systémiques, plus globales, comme quel est le rôle des médias dans notre vie, quel est le rôle des pubs, quel est le rôle des banques, quelles sont leurs influences sur nous et quels seraient les leviers, à contrario, que nous, on pourrait créer pour nous distancer de cette influence et du coup devenir plus libres. Et donc, au fur et à mesure que ce groupe grandissait, pendant tous ces 6 ans, on est passé de 5 à 20 personnes, on se sentait bien dans ce groupe, on se serrait les coudes, on changeait ensemble, on se sentait moins seul. C'était un peu comme un groupe de soutien à des gens qui essayent de se désaccoutumer du système, comme une zone de refuge, d'accueil de réfugiés du système. Ça ne vaut pas vraiment comme statistique solide, mais en tout cas de toutes ces personnes avec qui j'ai fait ce groupe, et maintenant ça fait 10 ans, j'en connais aucune aujourd'hui qui soit passée par la case burn-out. Et on a tous aujourd'hui, au contraire, des profils que l'on appelle atypiques. Des profils atypiques parce qu'on est tous atypiques, parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'on est tous uniques, tous autant que nous sommes. Et que nous, on a décidé de ne plus regarder ce reflet dans le miroir que la société nous renvoie, ce reflet de ce qui en fait serait le plus utile pour les usines. On a cassé ce miroir, on a été voir derrière quelles seraient en fait les vraies portions de nous-mêmes que l'on aimerait prendre avec nous dans notre quotidien. Et donc ça donne par exemple un consultant en traitement d'image qui est à mi-temps aujourd'hui comédien professionnel, un docteur en sciences appliquées qui aujourd'hui est le coordinateur des villes en transition de Belgique, de Rob Hopkins, un médecin qui a créé un groupe de méditation pour soigner en pleine conscience, ou moi, ingénieur de formation et aujourd'hui qui vit depuis 7 ans de son art, qui est représenté en galerie dans plusieurs continents. Et donc aujourd'hui, on en est au point à nouveau où ces gouvernements et leurs bras de médias nous disent que tout va bien. Ou en tout cas, que tout va pas bien, mais qu'en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative, qu'on doit les laisser faire et continuer comme ça. Et nous autres, avec ces lois qui détricotent le social, mais aussi avec nos smartphones, nos réseaux sociaux, on pourrait tenter de se confiner chez nous. Et du coup, finalement, nous, les rêveurs, les bienveillants, les subversifs, les rebelles, les contestataires, on pourrait croire que nous sommes un groupe négligeable et isolé. Alors maintenant que nous savons que nous sommes un grand groupe informel, tenons-les, ces réunions, ces groupes, ces manifestations, ces rassemblements. Sortons de notre citadelle, allons voir la citadelle de l'autre, du voisin,
On connaît tous des gens avec qui on aimerait refaire le monde et se construire ensemble. Protégeons-nous les uns les autres, comme les pingouins face au blizzard, qui se tiennent chaud comme ça et s'alternent en première ligne. Protégeons nos rêves, construisons-les ensemble. Protégeons notre sensibilité, notre bienveillance, car oui, encore aujourd'hui, c'est un acte subversif que de rester bienveillant envers et contre tout. Margaret Mead, une grande anthropologue américaine, a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde, car c'est toujours comme ça que cela s'est passé. » Alors imaginez notre puissance, ne serait-ce que sur nos propres vies et notre avenir, maintenant que nous savons que nous ne sommes pas un petit groupe, maintenant que nous savons que nous sommes des millions. Merci.